Je vais te laisser donc présenter et l'année René Girard, est-ce que tu en attends? Vous avez quand même devant vous Marc Anspach et Daniel Lance qui ont participé au Cahier de Lerne, qui est quand même le comble, qui est l'équivalent de la Pléiade pour les contributions sur un personnage, sur une personnalité plutôt. Et donc tous les deux sont des rédacteurs du Cahier de Lerne consacré à René Girard. Nous sommes donc dans l'excellence qui est l'objectif du CUM depuis quelques années maintenant. Donc Daniel, si tu veux présenter et ton année et ton conférencier. Merci. Chère Martine de Greuil, merci pour l'excellence. Mais je ne suis pas sûr que je sois moi dans l'excellence, mais en tout cas, les gens que je vais recevoir le sont. On va faire une année René Girard et je vais recevoir des gens du monde entier qui sont des spécialistes et qui vont parler sur René Girard ou de René Girard à partir de leur spécialité. Marc Anspach, donc anthropologue, Cahier de Lerne. Il a c'est ton premier livre, À charge de revanche. Oui. Voilà, donc c'est Essai sur le don. Donc on voit un anthropologue qui s'intéresse à Amos, qui repense René Girard. Auteur de Oedipe mimétique, on finira par parler d'Oedipe, parce que René Girard parle d'Oedipe d'une manière complètement nouvelle, et des livres très intéressants et auxquels on ne s'attendrait pas, L'anorexie et désir mimétique, par exemple. Si on parle des géométries du désir, on pense tout de suite au triangle. Et dans le premier livre, Mensonge romantique, Girard n'utilisait pas encore le terme mimétique. Il parlait de désir triangulaire. Et donc, le triangle, ça serait ici Paolo Francesca et le mari de Francesca. Mais dans cet exemple, on voit que le désir mimétique est quelque chose de plus large. Et s'il n'y avait pas de mari, il y aurait eu quand même le mimétisme entre les deux couples. Un couple en chair et en os et un couple littéraire, un couple imaginaire. Et je vais juste, avant d'arriver au triangle, dire un mot rapide sur un thème important de mensonge romantique que Girard ne reprend pas tellement par la suite avec le même vocabulaire, mais qui en fait, selon moi, est essentiel. C'est l'idée de médiation interne et médiation externe. Plus tard, il va parler surtout de modèle. On imite un modèle. Dans le premier livre, il parle de médiateur du désir et il dit qu'il y a deux types de médiation. La médiation externe, c'est quand le médiateur est éloigné et à l'extérieur de son propre monde. Moi, je vis dans un monde que ça peut être mon quartier, ma famille, mon milieu social. Et si j'imite quelqu'un qui est plus haut que moi dans l'hiérarchie sociale, donc on n'est pas en concurrence directe, si c'est le petit enfant qui imite l'adulte et ne peut pas entrer en rivalité, ça c'est un type d'imitation qui est en principe sans problème et qui peut-être même favorise la cohésion sociale, l'harmonie sociale. Oui, qui est dans l'apprentissage, par exemple, on le voit, un chrétien va imiter le modèle, va être le Christ. Hein, le chrétien va imiter le Christ, le modèle est le Christ. Pour arriver à l'objet, c'est l'évangile, vivre selon l'évangile, vous voyez. Donc on est dans quelque chose où il n'y a pas de violence, puisque le modèle est intouchable. En fait, il y a une campagne publicitaire maintenant avec Mohamed Ali, que vous avez peut-être vu voilà, en France, oui. Et il y a Mohamed Ali avec son petit-fils, qui est encore un enfant, et on dit, bon, le prochain champion du monde. En fait, ils ne sont pas en concurrence. Donc, le modèle le plus extérieur qui soit, ça peut être quelque chose de littéraire, quelque chose d'imaginaire, comme en l'occurrence Lancelot, où René Girard commence ce mensonge romantique par l'exemple de Don Quichotte. Et Don Quichotte qui imite un héros littéraire, qui est Amadis de Gaule, qui est le paradigme, le paragon de la chevalerie. Et en fait, Don Quichotte ne va pas entrer en concurrence avec ce chevalier imaginaire. Par contre, plus tard, Girard, il y a un texte en Géométrie du désir où Girard parle de Chrétien de Troyes et des tournois où deux chevaliers qui sont les meilleurs amis du monde, ils sont les meilleurs amis parce que chacun est plus ou moins le meilleur. Mais en fait, il y a deux qui sont les meilleurs. Donc, ils ont tout en commun
et ils finissent fatalement par se retrouver sur le champ de bataille. Juste quelques exemples de publicité pour montrer comment ces phénomènes sont employés par les publicitaires à un niveau très basique, enfin, mais le fait que quand on observe quelque chose, on veut faire la même chose. Alors là, vous avez vu cette publicité, oui, je ne sais pas, en bas c'est coupé, mais des Nespresso What Else, alors c'est George Clooney pour... Ça marche parce que tout le monde connaît What Else. Oui, donc... alors là, bon, je veux dire, on veut que les gens achètent et boivent ce café. Qu'est-ce qu'on fait? On montre un modèle qui fait ça et on espère que le spectateur doit faire la même chose. Et juste pour être pas subtil du tout, le badge dit VIP Pass, donc Very Important Person. Donc George Clooney est un personnage très important. Et donc, si on veut être fidèle au modèle et faire comme ce personnage important, ben, il faut faire la même chose que lui. Il faut boire le café Nespresso, tout en sachant que lui, probablement, il n'achète pas ça. Enfin. Voilà, et même au deuxième degré, même quand George Clooney se moque de lui-même, c'est encore plus subtil. Et ce que dit, mais c'est l'idée de René Girard qui est assez forte, c'est que tout désir est désir d'être. Donc désir d'être. L'avoir ne compte pas. Ce qui est important, c'est d'être l'autre. Alors quand on vous dit de prendre un café, c'est pas de prendre le café, c'est que vous devenez, non pas Georges Clooney, vous devenez tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qui l'entoure. Donc l'être, l'objet ne compte pas, vous voyez, l'objet est toujours second. Ce qui compte, ce qui est important, c'est l'être. Tout désir d'être. René Girard a des formules comme ça qui sont assez fortes. En fait, c'est intéressant, je pense, de voir comment Girard passe de sa psychologie à l'anthropologie, parce que dans les années 60, après avoir publié Mensonges romantiques, et avant d'arriver à la violence le sacré, il a publié plusieurs articles sur Édipe. Et c'est là qu'il est arrivé, en fait, à ses thèses anthropologiques, et avec l'idée d'abord qu'il y a deux moments clés dans le mythe d'Édipe, et ça n'a pas à voir avec l'inceste ou le parricide en soi, mais le premier moment clé, c'est la rencontre à la croisée des chemins. Qu'il y a Édipe qui rencontre à la croisée des chemins un homme âgé dans un chariot, un homme important avec un entourage, qui lui bloque le chemin, et donc il lui fait obstacle. Et c'est là qu'Édipe, il y a une lutte, et il tue cet homme, et les autres, et son entourage, et donc, dans le mythe, on dit, bon, ben, c'était son père, mais en fait, on ne sait pas. Édipe, sur le moment, ne savait pas qui c'était. Et Girard dit, peu importe qui c'était. Cet homme qui lui bloquait le chemin, qui faisait obstacle sur le chemin qui mène à Thèbes, c'est par le fait même de faire obstacle qu'il est devenu rival et modèle. Et donc, ce qui était derrière cet homme, le trône de Thèbes et la reine de Thèbes, ça est devenu l'objet désirable à un niveau mythologique pour Édipe, mais en commençant par la rivalité et l'obstacle. Et puis l'autre moment clé, et c'est un peu particulier, c'est vers le début de la pièce, Édipe convoque, il enquête pour savoir, c'est comme un roman politique, mais il y a pour savoir, mais qui est le coupable? Il y a la peste à Thèbes, et l'oracle a dit, mais il y a la peste parce que quelqu'un a tué le souverain précédent, Laios, et donc c'est cette culpabilité qui a fait venir la peste à Thèbes, et donc Édipe s'engage à trouver le coupable. Alors moi, je voudrais souligner le fait que, d'un point de vue moderne, non mythologique, on est déjà dans le bouc émissaire là, parce qu'on sait que même si Édipe avait tué son père et couché avec sa mère, c'est pas comme ça qu'on a la peste. La peste, c'est autre chose, c'est des microbes. Donc là, c'est clair que toute la pièce est axée sur une recherche d'un bouc émissaire. Alors David Chaval-Arias est chargé de recherche au CNRS, il est co-directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France, et son travail c'est sur la modélisation et l'interface, le pont entre la modélisation mathématique, l'informatique et les sciences sociales. Je tiens à vous rassurer tout de suite, donc effectivement, comme le disait Daniel, j'ai une formation de modélisateur, mais là je vais plutôt parler un petit peu des fondements conceptuels, un petit de ce qui pourrait faire l'auto-organisation dans les sociétés, l'espèce de morphogénèse de sphères où
où on a différents types de valeurs qui s'exercent. Tu pourrais juste expliquer ce qu'est la modélisation en deux mots? Alors, si vous voulez, la modélisation, c'est l'idée, c'est d'essayer de trouver des principes générateurs des phénomènes que l'on observe de manière assez synthétique. Par exemple, si on prend par exemple Girard a proposé de manière un petit peu conceptuelle et littéraire un modèle des interactions mimétiques autour du médiateur que j'exposerai tout à l'heure, où en disant on cale notre désir sur le désir que l'on infère chez l'autre. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut dire de manière parlée, littéraire. Et on peut aussi essayer de se demander si on considère un ensemble de personnes ou d'agents que l'on pourra rendre artificiels, qu'est-ce qui se passe si chaque agent essaie de caler ses actions sur les actions de l'autre, et donc de proposer des analyses mathématiques ou des analyses informatiques sur qu'est-ce qu'il se passerait dans un tel système où chacun copierait les actions de l'autre, sachant qu'il peut y avoir un peu on peut s'y attendre soit de la désorganisation, soit au contraire une convergence, donc la convergence mimétique de Girard avec formation d'une unanimité. Donc, la modélisation, ça va à la fois pour les embouteillages et pour les contagions mimétiques de violence dans les jeunes de banlieue qui débarqueraient en ville, etc., quand cette contagion explose. Tout à fait. L'idée de la modélisation, c'est d'avoir des approches mathématiques ou informatiques qui trouvent des principes générateurs qui puissent expliquer certains phénomènes observés de manière très stylisée. Je vais essayer de vous décrire en 5 minutes pour conclure comment est-ce que l'on peut utiliser cette notion d'imitation. Donc, par rapport à l'imitation de Girard, donc qui dit j'ai l'attirance pour quelque chose ou un état d'être parce que j'imite un médiateur. La question, en relation avec le procès bien sûr, la question ici va être aussi de dire, comme on l'a vu au début, il y a des multitudes de médiateurs possibles, ces médiateurs sont dans des multitudes de sphères possibles, et si je m'intéresse uniquement à la littérature de Derrida, je pense qu'un joueur de foot, aussi célèbre soit-il, ne sera pas un médiateur pour moi. Et donc, vraiment la question c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'utiliser l'imitation pour à la fois exprimer cette idée de Girard de médiation double et de conflit et d'émergence, etc., mais aussi cette notion de différenciation des sphères de valeur. Alors, je vais être obligé de passer un petit peu vite, on ira dans la discussion peut-être après, mais l'idée c'est vraiment de reprendre ce que finalement mentionnait Smith, qui est un économiste que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire lier les types d'agents ou leurs préférences, etc., à des capacités sensorimotrices. Donc quand on fait ça dans une modélisation, je vais essayer de le faire passer de manière pas trop technique. On a d'abord un environnement. On définit un environnement artificiel. Et en gros, là, ce qu'on va essayer de reproduire, c'est un espèce de jeu artificiel entre des agents artificiels, mais qui va essayer de nous donner une image de ce que pourrait être une auto-organisation des moyens et des fins. Donc l'environnement ici, ça va être un environnement virtuel, où on va prendre des agents qui sont sur les nœuds d'une grille. Là où ici vous avez une grille où vous avez des agents qui sont en vert ou en rouge, et quand ils sont à côté, ça fait des blocs rouges ou des blocs verts, bref. Ils sont sur les nœuds d'une grille et puis ils vont interagir avec les agents qui sont juste à côté autour d'un jeu qu'on définit en termes de modélisation. C'est-à-dire que chaque agent va avoir le choix entre... ça va être un jeu qui va se dérouler de manière temporelle, donc ils vont jouer 1 fois, 2 fois, 3 fois ensemble les uns contre les autres, et à chaque fois, ce qu'ils vont avoir à choisir, c'est 2 comportements qui s'appellent C ou D. Pour ceux qui connaissent ici, c'est parce que c'est derrière un dilemme du prisonnier qui est coopération ou faire défection, mais en fait, ce qu'est le jeu n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important de savoir ici, c'est qu'il y a 2 choix, par exemple être gentil ou méchant, etc. Et qu'à chaque choix va correspondre un certain gain pour les agents à l'issue d'une période de jeu. Et en fait, ces gains vont dépendre de la combinaison des actions de l'agent et des actions de leur partenaire. C'est-à-dire que si tout le monde ici fait défection, c'est-à-dire n'est pas coopératif, ils vont avoir des gains moindres que si tout le monde est coopératif. Bon, bref. Donc, un environnement comme ça, un ensemble d'agents virtuels. Ce que peuvent percevoir les joueurs, donc on essaie de construire le système cognitif des agents. Donc les joueurs vont pouvoir percevoir les gains
dans le jeu qu'ils sont en train de jouer, c'est-à-dire à chaque période il y aura un certain nombre de gains, donc ils vont pouvoir percevoir que leur voisin de gauche a perçu 10 et leur voisin de droite a perçu seulement 2. Ils vont aussi percevoir les actions des joueurs, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont joué C ou D, ils ont coopéré ou fait défection, et les types inférés. Donc ça c'est perception, l'espace des perceptions. Au niveau des capacités cognitives, on va essayer de rester minimal, on va dire qu'est-ce qu'ils peuvent percevoir. Donc il y a les deux types de perception, ordinale, c'est-à-dire sur des grandeurs qui peuvent être classées. Donc par exemple les gains, je peux dire j'ai gagné plus que mon voisin. Donc là on va dire, puisqu'on est un jeu et qu'il y a des gains qui sont produits, on va dire que les agents peuvent comparer deux quantités et prendre la plus grande ou la plus petite, donc dire qu'ils ont gagné plus que leur voisin par exemple, ou moins. Et sur les perceptions cardinales, qui sont plutôt de type distribution ou fréquence, par exemple combien de gens ont joué C autour de moi et combien de gens ont joué D. Je vais pouvoir calculer les fréquences, donc je vais dire 2 tiers ont joué C, 1 tiers ont joué D, et donc du coup je transforme ça en quantité ordinale. Je peux dire il y a plus de gens qui ont joué C que de D, et donc je me retrouve dans la situation 1. Et donc ces agents vont être capables d'avoir des notions de majorité et minorité, en observant les fréquences de comportement autour d'eux. Donc si on prend ça, on a un espace cognitif hyper simple, dont va découler un certain nombre de buts que peuvent poursuivre les agents, puisqu'ils sont capables de comparer les gains. Un des buts possibles qu'ils peuvent imaginer, c'est d'essayer d'amasser le plus de gains, ou au contraire d'en avoir le moins possible. Et puisqu'ils sont capables de se comparer au comportement majoritaire ou minoritaire, un des buts possibles, ça va être d'essayer d'être dans la majorité ou d'essayer d'être dans la minorité. Donc comme ça, on définit un ensemble de virtualités élémentaires, de possibles, sans dire qu'ils vont chercher à implémenter l'une ou l'autre. La question, c'est la dynamique mimétique qui va sélectionner parmi ces choses-là. Donc ça va nous donner 4 types d'agents ici. Donc les agents qui vont imiter l'agent avec les plus forts gains, mini qui imitent les agents avec les plus faibles gains. Donc je vous rappelle que les agents sont sur leur grille et ne voient que leurs 4 voisins, ils jouent à leur jeu, donc ils peuvent voir si des voisins gagnent plus qu'eux ou pas. Et puis conformiste, suit la majorité, et anticonformiste suit la minorité. Excusez-moi, là il y a un anglicisme, mais bon. Donc là on rentre vraiment dans la notion de modélisation. On se définit un espace topologique, on se définit des agents qui jouent un jeu, on se définit des buts que vont pouvoir poursuivre les agents. Donc là il y a 4 buts possibles en gros. Et puis maintenant on va voir comment ils interagissent. Et bien sûr, comme maintenant qu'à partir des capacités cognitives minimales, on a défini 4 règles possibles, conformiste, anticonformiste, mini-maxi, ces règles deviennent également des observables du système, et donc les agents vont pouvoir observer non seulement les comportements, mais les règles des autres. Donc les agents vont pouvoir inférer les règles, et notamment, quand ils vont jouer, ils vont pouvoir se poser la question, est-ce que, par exemple, si je cherche à maximiser mes gains, le comportement que je suis en train de faire, c'est-à-dire faire coopération ou défection, jouer C ou jouer D, est-ce que ce comportement est le meilleur pour maximiser mes gains en fonction de ce que j'observe? Mais je peux aussi me poser la question, est-ce que la règle qui est maximiser ses gains elle-même est la meilleure pour maximiser ses gains, puisque c'est devenu inobservable, et que je sais que, par ailleurs, j'aurai le choix d'être plutôt conformiste, etc. Alors c'est des questions que se posent les économistes sur les marchés. Il y a des modèles assez compliqués où on dit on peut être suiveur ou alors maximisateur, et alors il faut choisir entre les deux, etc. Bon. Alors là, l'idée, c'est que je vais avoir une boucle réflexive ici, en disant, moi-même en tant qu'agent réflexif, je peux non seulement me poser la question de la pertinence de mes actions, mais aussi de la pertinence de mes valeurs au vu de ce que je vois chez les autres. Et éventuellement, imiter les valeurs ou les critères des autres, si jamais je pense qu'elles sont mieux d'après mes propres critères. Ça, c'est vraiment ce que l'on voyait aussi chez Tard, où il disait je peux imiter les autres en fonction de mes critères, mais par là, j'imite aussi de nouvelles fins. Et ce que l'on obtient là, c'est une notion d'équilibre social que j'ai appelé donc les états contrefactuellement stables. C'est un nom un peu barbare, mais c'est des états, en gros, si imaginez une situation où chacun joue ce jeu-là. Donc là, on a nos agents sur une grille, mais ça peut être n'importe qui. Vous ouvrez un magazine People et vous vous demandez est-ce que, effectivement, ce que je poursuis est bien par rapport à ce que je vois dans le magazine ou pas. Donc les états qui vont être stables dans ce genre de système, c'est les états tels qu'aucun agent ne puisse s'imaginer mieux qu'il n'est en se mettant à la place d'autrui. C'est-à-dire, je ne peux pas m'améliorer en regardant autre chose, en regardant quelqu'un d'autre. Et donc ça vous donne une notion d'état social. Et donc je passe ça parce que ça c'est
voilà, c'est la partie technique. Et donc je vais finir juste sur cette diapositive pour vous donner une idée. Quand on essaye d'implémenter ça dans un ordinateur, qu'on prend ces 4 types d'agents et on leur fait jouer à ce jeu-là, donc il y a un jeu, ils le jouent par période, il y a quelque chose qui leur donne des gains, et puis après, en fonction de ces gains, de ce qu'ils observent, ils peuvent choisir d'être maximisateur, minimisateur, conformiste, etc. Et puis ils vont changer de règles au cours du temps, c'est-à-dire que de temps en temps ils vont se dire est-ce que maximisateur c'est éventuellement la meilleure règle pour maximiser les gains? Peut-être que non, peut-être que le voisin qui est conformiste a plus de gains que moi, donc je vais devenir conformiste, donc je vais changer mes fins également, donc mes règles. Et donc ce schéma-là représente en fait l'état du système à deux temps différents. Ici vous avez les actions qui sont C et D en rouge et en vert. Chaque petit carré ici est un agent qui est entouré des d'autres agents. Et puis ici, vous avez le niveau des règles qui sont implémentées, donc avec différentes couleurs pour différentes règles. Et donc vous faites jouer cette dynamique mimétique, cette fois-ci in silico, pour voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'a priori, si on se dit, on peut aussi imiter les fins, bon, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que on a un truc chaotique ou etc. Et donc ce que l'on observe, c'est que donc, dans une version minimale de ce modèle, il y a une auto-organisation à la fois des moyens et des fins, donc à la fois des règles mini-maxi conformistes et puis des comportements, c'est-à-dire coopérateurs ou défecteurs, que cette auto-organisation-là ne se fait pas n'importe comment, c'est-à-dire que ici vous voyez il y a des choses qui apparaissent avec des zones qui sont blanches et des zones qui sont bariolées et des petits points, et en fait elles vont correspondre aux capacités cognitives qu'on a données à nos agents. On a voulu faire comme Smith en disant je vais donner à mes agents des capacités cognitives, ça va me donner un espace de représentation possible, et qu'est-ce qui va se devenir de cet espace à travers la multiplication par dynamique mimétique. Et donc ici, cet espace, ce que vous voyez, c'est que après 100 interactions entre les agents, vous avez des zones ici où les gens sont bien entre eux, tout blancs. Donc ça, c'est les conformistes. Et effectivement, ils arrêtent de copier les uns les autres parce que comme ils sont comme tout le monde, localement, ils sont contents, donc ils arrêtent la dynamique mimétique est stoppée dans leur groupe. Vous avez des petits points noirs là, c'est tous les anticonformistes, c'est-à-dire les gens qui essayent d'être différents des autres. Alors quand ils se posent la question de savoir si leur règle est effectivement la meilleure par rapport au but d'être non conformistes, comme ils sont isolés, ils se disent oui, donc ils arrêtent de changer leurs règles et leur comportement et ils se stabilisent. Et les zones bariolées, c'est des individus qui cherchent à minimiser et maximiser leurs gains et qui en fait sont très bien ensemble puisqu'ils jouent le jeu du sadomaso, c'est-à-dire l'un lui fait mal et l'autre aime avoir mal, si on veut interpréter ça comme ça, et donc c'est aussi stabilisé. Et donc là, on a cette idée que au niveau individuel, la logique de l'imitation, ça c'est une citation de Tard encore, conduit à ce que chaque homme se met finalement d'accord avec lui-même par l'adoption d'un système logique d'idées de conduite conséquentes. Donc je me mets d'accord avec lui-même par rapport à ce que j'observe, mais en fait ce que j'observe a évolué au niveau culturel, donc est aussi le produit des dynamiques mimétiques. Une définition du groupe social en tant que collection d'êtres en tant qu'ils sont en train de s'imiter entre eux ou en tant que sans s'imiter actuellement ils se ressemblent et que leurs traits communs sont des copies anciennes d'un même modèle. Et je m'arrête là. Malheureusement, mais là je pense qu'il est le temps de commencer la discussion ou en tout cas de vous libérer. Mais on voit dans ces choses-là, si vous voulez, on est dans la mimésis girardienne, c'est-à-dire que les désirs, les valeurs sont objets d'imitation, sont le sujet de l'imitation, mais on a aussi cette notion de différenciation des différences des médiateurs. C'est-à-dire que si vous prenez un anticonformiste ici, il est tout seul dans son coin, s'il regarde quelle personne il pourrait imiter, donc quels sont les médiateurs possibles, lui, ce qu'il cherche comme médiateur, c'est les gens qui sont dans la minorité, puisqu'il veut être anticonformiste. Donc il va regarder autour de lui, s'il est tout seul, si tous les autres autour de lui c'est que des conformistes par exemple, ce ne seront pas des médiateurs pour lui, en tout cas dans ce jeu-là, et donc il va rester là. Donc on a une espèce de différenciation des sphères dans lesquelles les médiateurs peuvent évoluer, et donc je ne le présenterai pas là, mais il y a plein de variations sur ces modèles-là, qui mènent également à l'introduction de violences, donc malheureusement je n'ai pas pu, on pourra éventuellement en discuter, mais où on peut reproduire et essayer d'avoir un espèce d'éclairage sur la manière dont les groupes sociaux se distinguent et se diversifient, et aussi, après, qu'est-ce qui va les influencer? C'est-à-dire, comment est-ce que là, ici, dans ce jeu-là, ça se stabilise là, ici, mais est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles ces équipes vont basculer et on va tomber vers une société conformiste ou quoi?
Alors Benoît Chantre est un littéraire, au départ il a docteur lettres, c'est un éditeur, il a publié beaucoup, il est fellow de la Fédération Imitation aux États-Unis, il est le président de l'ARM, qui est l'association qui regroupe tous les chercheurs, les amis autour de René Girard en France, donc quelqu'un qui a de grandes activités. Il a écrit plusieurs livres. C'est un proche de René Girard, et c'est avec Benoît Chantre que René Girard a coécrit ses derniers livres, à commencer par un grand livre qui est Achevé Clausewitz. Et là encore, on voit l'intuition girardienne, c'est-à-dire de Clausewitz, c'est la montée aux extrêmes, c'est la violence, et c'est ce qui se passe maintenant. Voyez, donc René Girard est toujours dans le fond de l'actualité, dans l'intime de l'actualité. Le titre interpelle, voyez-vous, quand même, Genet et Proust. Alors Jean Genet, c'est vraiment l'écrivain du scandale. Jean Genet s'est dit, je me suis voulu traître, voleur, homosexuel, monstrueusement je m'éloignais de vos mondes. Vous voyez, on part de là, Jean Genet. Et Jean Genet, on l'a accoquiné avec Marcel Proust, l'écrivain de Combray, l'écrivain qui était dans sa chambre et qui parlait des mondes parisiens, et qui, pour René Girard, parle absolument, parfaitement du snob. Puisque le snob est complètement mimétique, puisqu'il fait exactement le contraire des autres. Donc il suit tout à fait le désir mimétique. Mais la révélation de Benoît Chantre aujourd'hui sera sur le clocher de Combray, et vous allez voir, c'est assez étonnant. Pourquoi une question de révélation? La révélation, je voudrais juste parler d'une pièce de Jean Genet très rapidement, avant de laisser la parole à Benoît Chantre. Je vais parler des bonnes. Alors les bonnes, alors, Jean Genet l'a toujours nié en disant les sœurs Papin, rien à voir. Les bonnes, c'est le crime effroyable des sœurs Papin en 1933. C'est deux bonnes qui étaient très soumises et qui, un jour, ont torturé, ont enlevé l'œil de leur maîtresse, etc. et ont fait une scène sacrificielle terrible de leur madame. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce fait divers a inspiré Claude Chabrol. Arte, dimanche, vous avez la cérémonie, 95, Claude Chabrol. Et là c'est intéressant parce qu'on voit très bien la différence entre un écrivain de la Révélation, Jean Genet, et un autre cinéaste, parce que Chabrol, ce qui va l'intéresser, c'est comme pour Lacan aussi, c'est la subtilité sociale, c'est comment les rapports ont pu se tisser pour arriver à cet acte monstrueux. Voyez, et donc on avait aussi les abysses en 63 et les blessures assassines en 2000 de Jean-Pierre Denis. Voyez, on voyait ce crime a passionné les gens, y compris les surréalistes. Et cette pièce est intéressante. Pourquoi est-elle une révélation? Alors je vais parler très peu pour laisser la parole à Benoît. Et donc cette pièce est en 4 temps. Vous voyez, dans un premier temps, les deux bonnes jouent l'une à être madame et l'autre la bonne, mais celle qu'elle n'est pas, et jusqu'au moment de la crise où elle va étrangler madame, et le réveil sonne, et elles ont raté leur mise en scène, leur théâtre. Donc on voit qu'il y a une mise en abîme. On voit qu'on est dans une sorte de sacré. Dans un second temps, les bonnes retournent à la réalité, leur réalité de bonnes qui sentent l'égout, dit Jean Genet. Et asseyez-vous. Et elle se reproche des petites choses du quotidien, voyez-vous, le laitier. N'es-tu accouché avec le laitier? Non, c'est toi, etc. Vous voyez, elle retombe. On était dans un sacré, et elle retombe dans des querelles intestines. Et puis Madame, dans un troisième temps, Madame revient. Alors Madame est superbe. Madame était jouée par Maria Cazares, pour les plus jeunes d'entre nous. C'est une qui ont eu la chance de la voir jouer, une comédienne extraordinaire, une amie de Jean Genet. Et Madame est à la fois hautaine, à la fois maternelle, à la fois aimante. Et puis, Madame, son amant a été dénoncé par les bonnes. Et il se retrouve en prison. Tout d'un coup, on l'appelle. Donc les bonnes ont décidé de tuer Madame, de mettre du cardinal dans le tilleul. Et tout d'un coup, le téléphone sonne. C'est monsieur qui est sorti de prison, dénoncé par les bonnes. Et puis, quatrième temps, c'est la crise.
La crise où les bonnes vont refaire ce théâtre sacré, et elles vont aller jusqu'à boire le tilleul empoisonné de Gardénal, et elle va mourir. C'est intéressant parce que cette pièce est la pièce de la gémellité, parce que Claire, Solange, on ne sait plus qui est qui, tu es moi, tu es une maîtresse aimée et riche, mais on voit très bien que dans cette tentative de sacré du première partie de la scène, le projet est comme miné de l'intérieur. Elle n'arrive pas à créer du sacré. Elle n'arrive pas à faire une crise sacrificielle. Qu'est-ce qu'une crise sacrificielle? C'est l'union de tous contre un. Donc on voit très bien que cette union de tous contre un, ça peut être vu socialement. Alors ça n'intéresse absolument pas Jean Genet, mais c'est le sacré qui l'intéresse, c'est-à-dire les deux bonnes qui se lient contre Madame et qui vont la tuer et la détruire. Voilà. Mais elle n'y arrive pas. C'est mis de l'intérieur parce qu'elle ramène l'histoire de laitier, leurs querelles intestines, et elles sont identiques, et elles sont dans ce que René Girard appelle l'indifférenciation. L'indifférenciation, pour René Girard, c'est la plus grande violence. Voyez, mais comme elles sont dans l'indifférenciation, l'une vaut l'autre, eh bien, elles n'arrivent pas à réussir la crise sacrificielle. C'est pour ça que Madame, le téléphone sonne, mais en fait, elles n'arrivent pas à tuer Madame, elles ne peuvent pas tuer Madame, parce qu'elles ne sont pas capables de faire une crise sacrificielle. La médiation interne étant cette pathologie de la médiation externe dans laquelle nous sommes de plus en plus englués, comment en sortir? Il y a ces moments de révélation qui, chez Proust, laissent entrevoir une sortie. Il y a ces moments de conversion bouleversants chez Dostoïevski. Pensez à cette conversion de Stepan Trofimovitch à la fin des Possédés, absolument sublime, au moment où tout explose, livre totalement incroyable, une actualité bouleversante, et cette conversion qui est comme une scène très discrète, comme une prédelle dans cette espèce d'apocalypse générale, laisse entrevoir qu'on peut aller au-delà de la médiation interne. On en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, je voudrais revenir à une autre, puisque nous avons parlé donc, de la conversion romanesque, de cet oxymore, de la révélation, de la conversion romanesque, c'est-à-dire du religieux et du non-religieux qui coexistent très bien ensemble, de Girard découvrant des vérités fondamentales sur le sacré à travers la littérature, évoquer une métaphore, une image, puisque finalement c'est le clocher de Combray. Voilà, une image qui est absolument décisive dès le début de l'œuvre de Proust, dans le premier moment de sa recherche du temps perdu, qui s'appelle Combray, qui est ce petit village où vit le narrateur, enfant, avec tante Léonie, dans une maison très réglée par des rituels familiaux. Il y a une sonnette, rappelez-vous, pour les invités, et une sonnette pour les gens de la famille. Tout est strictement codifié. C'est un monde complètement clos, mais un monde absolument paisible. Un monde réglé par l'amour. Il y a des rituels, il y a un peu d'ironie. On n'expulse pas Swann comme on va expulser Swann du salon Verdurin à Paris. En régime de médiation interne, on finit toujours par le sacrifice. On finit toujours par la violence. On aime toujours contre quelqu'un. À Combray, ce n'est pas le cas. C'est un petit village dont l'unité est strictement codifié par un catholicisme provincial autour d'une église. Et Proust, qui est un génie, qui est un très grand écrivain, qui est un poète parfois saisissant, décrit l'unité de ce petit village de Combray au début de son œuvre. Et l'unité, dit-il, tourne toute autour d'un centre mystique qui est le clocher de Combray. Et il faut s'imaginer le jeune Girard, enseignant la littérature depuis 10 ans, ou plutôt lisant Proust depuis 10 ans, je ne sais pas à quel moment il est tombé là-dessus, mais le fait qu'il ait mis cette citation au cœur de son premier livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques, paru en 1961, prouve à quel point cette citation et cette métaphore de Proust est centrale. Et en un éclair, comme dans la grâce des pavés 10 juin de la cour du prince de Guermantes, c'est toute l'œuvre de Girard qui se donne d'avance à lire. Et là, il ne l'a pas dit comme tel parce que son œuvre n'était pas encore écrite, quand il a mentionné quand même ce passage et qu'il a décrit l'essentiel pour qu'on comprenne que ce passage est central. Mais quand on connaît après la suite, c'est-à-dire La violence et le sacré, en 1972, où Girard définit les conditions sans doute probables, et c'est une hypothèse tout à fait crédible, de l'hominisation, c'est-à-dire comment l'homme est devenu homme et a quitté son animalité
par le sacrifice, et quand on connaît ensuite le troisième acte de l'œuvre de Girard, qui est comment l'homme est sorti du sacrifice, comment l'humanité est sortie des pratiques sacrificielles par la révélation de la passion du Christ, quand on connaît ces trois actes, évidemment c'est plus simple de revenir à cette citation de Proust. Mais Girard voit tout de suite avec une acuité de regard immédiate qu'elle est centrale, cette citation. C'était toujours à lui qu'il fallait revenir, toujours lui qui dominait tout. Il s'agit du clocher de Combray. Je recommence. C'était toujours à lui qu'il fallait revenir, toujours lui qui dominait tout, sommant les maisons d'un pinacle inattendu, levé devant moi comme le doigt de Dieu, dont le corps eût été caché dans la foule des humains, sans que je le confondisse pour cela avec elle. Proust est un contemporain de Durkheim. Proust a entendu parler de Durkheim. Proust sait que Durkheim a dit que le religieux n'était que social, et que ce qu'on adorait dans les fétiches, dans les totems, c'était la société elle-même, intuition très puissante. Et autour de cette intuition, Durkheim voulait rassembler tout le religieux, c'est-à-dire faire rentrer le religieux aussi juif et chrétien dans le cadre d'une théorie générale du religieux, qui était purement sociologique. C'était toujours à lui qu'il fallait revenir, toujours lui qui dominait tout, sommant les maisons d'un pinacle inattendu, levé devant moi comme le doigt de Dieu, dont le corps eût été caché dans la foule des humains, sans que je le confondisse pour cela avec elle. Cette phrase me fascine, elle me hante. Il se trouve qu'elle fascine aussi Girard, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu focaliser dessus. Définissant le clocher de Combray, centre mystique du petit village, transcendance verticale, nous sommes dans une verticalité. Il dit que ce clocher somme les maisons. Il y a deux sens de sommer. Le verbe sommer veut dire deux choses. Il veut dire donner un ordre, mais il veut dire aussi faire une addition. Additionnant les maisons autour de lui et sommant, c'est-à-dire étant une autorité. Et comme le doigt de Dieu, dont le corps eût été caché dans la foule des humains, sans que je le confondisse pour cela avec elle. Petit coup de griffe à Durkheim en passage, sans que Proust peut-être se rende compte. C'est-à-dire, bien sûr, il y a une définition sociale du religieux qui est fondamentale. Bien sûr, le religieux est fondamental et le corps de Dieu se confond avec la foule des humains. Parce que la foule des lyncheurs, nous l'avons vu avec le sacre du printemps de Stravinsky, la foule des lyncheurs, immolant une victime émissaire, fait de cette victime émissaire un dieu, et un dieu fondateur pour la communauté. Le dieu est bien pris dans la foule des humains. Mais Proust écrit, sans que je le confondisse pour cela avec elle. Donc ce doigt de Dieu, qu'est le clocher, cet index, indique une autre transcendance. En l'espace de quelques phrases, c'est une intuition très puissante qui est rassemblée, qui sera celle de toute l'œuvre de René Girard. C'est-à-dire, il y a une origine sociale du religieux, c'est parce que les hommes ont découvert le sacrifice qu'ils ont pu contenir leur violence, qui sinon a été à l'origine de l'autodestruction des premiers groupes humains. On le sait par l'observation des chimpanzés qui s'autodétruisent dès qu'ils sont trop excités mimétiquement, veulent tous se battre les uns contre les autres. Sauf les bonobos. Sauf les bonobos. Sauf les bonobos, qui sont catholiques. Et on sait très bien qu'on comprend, on voit, les éthologues le décrivent chez les animaux, par un phénomène de physique sociale, à un moment donné, ces petites sociétés dominidées se sont brusquement retournées toutes contre un. Au lieu de se détruire toutes elles-mêmes et de s'auto-détruire, elles ont polarisé leur violence contre un individu passant au hasard, légèrement différent des autres, au bord de l'indifférenciation, qui était boiteux, qui était aveugle, qui était un autre, un étranger, et l'immolant, après l'avoir considéré comme responsable du désordre, a vu l'ordre revenir et a donc considéré cette première victime comme son premier dieu. Les sexualités dans tous leurs états mimétiques. Que Jean de Bologne, XVIe siècle, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est mettre deux hommes et une femme. Donc naturellement, moi, dans mon premier livre qui parle d'au-delà du désir, c'est au-delà du désir mimétique. Quel objet me donne-t-on à désirer? Vous voyez, on voit très bien, est-ce que je désire cette femme parce que le sabin, parce qu'elle était la femme des Sabins? C'est une question forte. Et c'est pour ça que j'avais donné comme titre les sexualités dans tous leurs états mimétiques, parce que là, on a une infinie possibilité de sexualité, et donc on va arriver à une question forte,
qu'est-ce qui permet la règle? Qu'est-ce qui va être possible? Est-ce que tout se vaut? Non, tout ne se vaut pas. Mais si tout ne se vaut pas, il est intéressant de reprendre la grille girardienne et de la suivre complètement. Voyez? Donc là, c'est la problématique que j'ai posée et qui explicite un petit peu ce que je viens de vous dire. Hein. Si je désire toujours par quelqu'un d'autre, eh bien, quelle est la force de cet objet? Dire que cet objet n'a aucune force attractive par lui-même. Et c'est la grande différence. On a parlé la dernière fois avec Freud. Freud qui est sensible à la coquette et qui, elle, la coquette est très excitante pour Freud, mais en elle-même. C'est pas parce que quelqu'un d'autre la trouve excitante. Mais René Girard dit pas du tout. Non, la coquette est excitante parce qu'elle est portée par le regard des autres hommes. La coquette Célimène dans le Misanthrope est excitante parce qu'elle a tous les petits marquis qui la posent comme ça, comme dans le Sacre du Printemps, comme dans au milieu du cercle. On va interroger les désirs, suivant une gradation de violence. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans... alors, c'est plus Freud, je désire parce que ma mère, etc., tout ça. C'est plus du tout ça. On est dans le texte girardien qui s'interroge sur la violence mimétique. Commençons par un petit tour du côté des hétérosexualités. Et donc, j'ai cité Claudel, on y revient. Pendant le partage de midi, pour Claudel, alors, il y a toute une analyse littéraire à faire, c'est le milieu, etc. C'est là où l'homme et la femme se retrouvent, mais ils se retrouvent dans quelque chose qui n'est plus la chair, mais Claudel appelle ça la superchair. C'est pas extraordinaire comme expression, la superchair, mais ils se retrouvent dans le sacre de Dieu, vous voyez, au-delà de la chair. Mais ce qui nous intéresse, c'est le premier Claudel. Vous voyez, donc là, j'utilise la version de la Pléiade, la première version partage de midi. Donc, il y a 3 hommes qui sont Decize, Almaric et Mésa. Ils désirent une même femme. Bon. Isée. Alors, il y a le mari, Decize, qui fait plusieurs enfants. Et alors, c'est amusant parce que Claudel est toujours un peu jaloux des beaux mecs qui sont à l'aise dans leur corps et dans leur sensualité. Alors, il dit, c'est l'insecte mâle, là, vous voyez, c'est l'insecte mâle, Decize. Alors, Decize, il s'en prend plein la tête, vous voyez. Et doué auprès de la splendide femelle. Parce que Claudel n'était pas doué auprès de la splendide femelle. Donc après, voilà. Donc Almaric, c'est le deuxième homme. Vous voyez, là on a 3 hommes, c'est intéressant. Et on est passé de 2 hommes à 3 hommes. Mais ça va s'aggraver par la suite à la conférence. Hein. Almaric, tout lui réussit. Alors, il ne croit pas en Dieu, mais il propose à Isée de se marier. Isée se marie avec lui parce que Isée, chez Claudel, la femme est toujours la guide et comme chez les troubadours, hein, on en parlera tout à l'heure, même si elle aime Mésa. Alors, Mésa-Isée, c'est l'amour absolu. Mésa, c'est Claudel, hein, voilà, c'est un Claudel. Alors, c'est la passion irrésistible et on est dans la transcendance de l'amour. Hein. Il ne se reconnaît qu'à l'acte 3 dans le mystère, dans la chapelle ardente. Et c'est pour ça que j'ai repris le mot mystère. Vous voyez bien par rapport à ce que notait Francis Jacques, on est dans le texte hybride. Vous voyez, on interroge le mystère de Dieu, c'est-à-dire c'est l'homme et la femme qui se retrouvent hein, au plus haut de soi. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que qui a donné à désirer Isée à Mésa? Eh bien voilà, c'est-à-dire que Mésa était très bien dans son coin et tout le monde essaie de lui faire désirer Isée. Et lui ne veut pas. Et tout d'un coup, il craque, comme diraient les jeunes. Voyez. Et donc donc il est très con. Mais ça, je pense que c'est une effrontée coquette. Vous voyez, il y a du Molière et du Misanthrope chez Claudel. Almaric lui répond, si vous voulez, vous n'y entendez rien. Mon cher, c'est une femme superbe. Donc il lui dit, mais elle est désirable, vas-y. Tu ne vois pas qu'elle est désirable? Alors qu'il a demandé à Mésa de l'épouser. Vous voyez, on est dans l'ambiguïté absolue des rapports humains. Et Mésa, voilà ce que vous cessez de me rabâcher. C'est-à-dire que là, le Claudel a du mal à comprendre et à désirer la femme. Hein. Et depuis que nous avons quitté Marseille, ils vont se rencontrer au milieu de la mer. Et Almaric, pour moi une phrase qui est fondamentale,
Mais c'est que c'est vrai, avec ça que vous ne le savez pas, et si distrait que vous soyez, je crois que je vous ai mis la chose dans la tête. Si discret que vous soyez, je crois que je vous ai mis la chose dans la tête. Alors, la chose dans la tête, c'est désire ma femme, non? Alors là, c'est, si Claudel n'est pas girardien, on se demande qui il est. Hein. Alors maintenant, un beau cas, le donjuanisme. Donc là, Autoranque c'était le favori, c'était le Jean de Jésus, si vous voulez. Hein, si Jésus est Freud, et Jean serait Autoranque. Alors c'est amusant parce que fils spirituel, mais Freud, il fallait quand même faire comme il voulait. Donc il a écrit des choses, la légende 1912, la légende de Lohengrin, et c'est 1884 et 1939, hein, les Autoranque. Et il a écrit La rivalité maximale et Don Juanisme. Et ce qui est intéressant, c'est que Don Juan va suivre Freud dans ce texte en deux parties. La violence, alors avec une lecture complètement complexe d'Oedipe du Don Juanisme, et puis après une autre version passionnante qui va assez déplaire à Freud, où il va complètement sortir des théories de Freud pour dire que le Don Juanisme, la question c'est que Don Juan sans les frères désirerait-il les sœurs? Question forte de Autoranque, voyez. Là on est quand même fin 19e siècle. Donc Autoranque met en lumière la dimension homosexuelle de Don Juan. Hein? Don Juan se met à l'écart des hommes afin de posséder les femmes. Donc, et en fait, faisant cela, il sort du désir harcelant du clan des frères. Et il y a dans un des suiveurs de Freud, qui écrivait sur Steckel, sur l'homosexualité, il parlait justement de quelqu'un qui était en dépression et qui va le voir, et Steckel il écoute son histoire, il dit voilà, il se marie avec la femme d'un frère qui était son meilleur ami, et tout d'un coup il est dans une grande dépression, et en fait il s'aperçoit qu'il s'est marié avec la femme parce qu'il désirait le frère, et que au XXe siècle c'était assez difficile, hein, ça l'est toujours dans pas mal de pays, mais on voit très bien qu'il y a un questionnement homo. Alors, vous allez voir que René Girard emploie le mot homosexuel. Alors moi j'ai du mal à l'employer parce que quand un homme désire une femme, il n'y a pas d'homosexualité, vous voyez, il y a sans doute le poids du regard de l'autre, voilà, mais on est plus dans une homosensualité, dans une homo qui dirigerait vers un autre objet, mais on n'est pas dans la sexualité, il n'y a pas le passage à l'acte. Est-ce que Don Juan ne serait pas amoureux d'une multitude de femmes parce qu'il ne peut pas posséder les frères? Question. Et donc du coup cette quête infinie d'une femme et d'une autre femme, etc., puisqu'en fait et sans forcément la possession. Voilà, donc ça c'est la thèse, le questionnement de Freud, d'Autoranque. Et l'homosexualité chez René Girard. Alors chez René Girard il en parle, hein, mais il en parle d'une manière, voilà, il va dire l'homosexualité, et c'est là où j'ai essayé de continuer son travail, parce qu'il va parler d'une homosexualité. Pour lui, l'homosexualité se comprend au maximum de la crise mimétique. Les deux rivaux sont tellement fascinés l'un par l'autre qu'ils en oublient l'objet, l'objet étant une femme. Et un arrive à posséder physiquement l'autre parce qu'il a oublié l'objet. Alors, bon... il y a pas mal c'est une homosexualité qui existe, et on la trouve dans des bandes aussi, parfois quand deux bandes rivales, on voit qu'ils se battent, ils sont obnubilés l'un par l'autre, et on arrive à une sexualité, mais c'est une forme d'homosexualité très rare en fin de compte, voyez. Donc, je vais quand même vous dire exactement ce que dit René Girard. Ce que nous appelons homosexualité, c'est la subordination complète, cette fois, de l'appétit sexuel aux effets d'un jeu mimétique.
Voilà, si l'on suit les degrés de rivalité mimétique, on voit non pas une hétérosexualité, mais de multiples formes d'hétérosexualité, suivant le degré de mimétisme. Et suivant le degré de rivalité, plus il y a de la rivalité, et on part de l'apprentissage avec un degré 0 de rivalité, jusqu'à la rivalité maximale. Mais si on reste à l'intérieur du phénomène girardien, en toute logique, on trouve la même chose du côté homosexuel. Et donc, il n'y a pas à s'inquiéter, vous voyez, c'est vraiment, les deux choses fonctionnent de la même manière. Donc, la question est ailleurs. Vous voyez, le champ des homosexualités, ce qui m'intéressait, c'est de partir d'une rivalité absente, l'apprentissage, pour monter les degrés d'une violence mimétique. Vous voyez, et donc, on a les sexualités d'apprentissage, et par exemple, j'ai trouvé chez le peuple Sambia. Alors, le peuple Sambia, c'est en Nouvelle-Guinée, il y a une homosexualité obligatoire. C'est-à-dire, pour être un véritable guerrier, il faut passer par la maison des hommes et il faut s'identifier complètement aux hommes. Et alors, je ne sais pas si je peux le dire, vous avez tous plus de 18 ans. Ça passe par une fellation. C'est en prenant le sperme du guerrier qu'on prend son énergie vitale. Voilà. Et l'homosexualité est complètement tolérée jusqu'à 28 ans. C'est drôle, non? 28 ans. On ne sait pas pourquoi. À 28 ans, on ne peut plus être homosexuel. Le désir mimétique n'est pas le tout, ne veut pas tout expliquer. Il y a autre chose. Mais c'est quand même passionnant pour sortir du jugement et pour penser les sexualités sur un autre plan et pour penser... j'ai même cité Karol Wojtyła, que vous connaissez comme Jean-Paul II, qui a écrit Amour et responsabilité et qui cite Saint-Augustin. Et c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit, Karol Wojtyła? Il nous dit, eh bien, Saint-Augustin, c'est par outil de fruit. C'est-à-dire quand on utilise quelqu'un, eh bien, voilà, on est dans la violence. Et quand on jouit avec, et on jouit, là, c'est du Claudel dans la théologie pure, et non pas avec ce côté sensuel, on sort du désir égoïste. Suivre l'évangile, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et là, il y aurait beaucoup à dire. Et on rejoint l'injonction kantienne, agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Vous voyez, donc c'est exactement le outil et fruit, mais repris en philosophie. Et on n'est pas dans le même type de texte. Mais c'est intéressant. Donc la question que pose René Girard, d'abord, ça me permet de balayer voilà, toutes les valeurs morales sur le bien et le mal. Il n'y a aucun de bien ou mal d'avoir une sexualité plutôt qu'une autre. Mais la question fondamentale, c'est qu'est-ce que je fais de ma sexualité? Comment je considère l'autre? Est-ce que je suis dans l'outil ou dans le fruit? Quel est l'ordre? Quelle est la relation que j'ai mise en œuvre avec l'autre que je choisis comme partenaire? Qui est donc des premiers amis de René Girard et qui est le co-auteur des choses cachées depuis la fondation du monde, qui est un livre fondamental pour comprendre René Girard, et un livre d'entretien. Donc au cours de cette année, nous avons eu les derniers, les bébés. Les bébés ont quand même la quarantaine et la cinquantaine. Et puis les jeunes d'esprit qui ont commencé, qui ont fait vraiment le parcours intellectuel avec René Girard et qui sont à la fois des amis. Mais comment ne pas être un ami de René Girard? Parce que c'est l'homme le plus gentil, le plus simple et un des plus profonds qui soit. Je voudrais, avant qu'on parle peut-être des neurones miroirs, on a vraiment cette chance de vous avoir et peut-être vous poser quelques questions sur des choses cachées, parce que c'est un livre qui est vraiment fondamental, et c'est le 3e livre de René Girard. Le premier, Mensonge romantique, vérité romanesque, 61, 72, la violence et le sacré, et des choses cachées en 78. La psychiatrie, c'est... Alors vous m'avez dit tout à l'heure que c'est vous qui avez parlé de Freud à René Girard. Enfin, je lui ai parlé de la psychiatrie, pas seulement de Freud, parce que je crois que la psychiatrie, bien sûr, Freud a une place éminente dans l'histoire de la psychologie et de la psychiatrie, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Et alors, comment vous expliquer tout ça? Effectivement, lorsqu'on a commencé à travailler avec René, je lui ai dit, écoutez, à l'époque,
je l'ai connu, c'était un grand gaillard, c'était un athlète magnifique, très fort, très costaud, etc. Maintenant, très bagarreur aussi. Hein. On se rappelle dans la pensée, pas physiquement. Mais c'est toujours été un homme délicieux, ouvert et très très attachant. Et donc, il avait donc écrit son premier livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques, qui analysait les grands textes qu'il appelle romanesques, c'est-à-dire ceux qui dévoilent la vérité du désir, à savoir le mimétisme du désir, qui dévoilent la réalité, à savoir que le désir est toujours copié sur le désir de l'autre. Et ce livre, donc Mensonges romantiques et vérités romanesques, s'appuyait essentiellement sur les analyses de Cervantes, Proust, Dostoïevski, Shakespeare et Stendhal, où il montrait chaque fois comment la vérité romanesque, c'est que le désir est copié sur celui de l'autre. Mon désir n'est jamais rien d'autre que le copiage, l'intégration, l'assimilation, l'appropriation du désir de l'autre, et comment le mensonge romantique, c'est le mensonge, à savoir que le désir jaillit de moi spontanément dans un mouvement, et que mon désir, en quelque sorte, est à moi. Et là, il s'est intéressé à un problème tout à fait différent, à savoir comment se fait-il que la race humaine ait survécu à sa propre violence. Parce que, dit-il, les animaux, eux, survivent à leur propre violence parce qu'ils ont ce qu'on appelle les dominance patterns, c'est-à-dire les structures intégrées, incorporées de domination. C'est-à-dire qu'il y a tout un rituel dans les bagarres entre loups, entre singes, entre différentes espèces animales, où tout est ritualisé, mais génétiquement programmé. C'est-à-dire que le loup, lorsqu'il combat son adversaire pour la possession du territoire des femelles et pour devenir le loup alpha, le chef de la meute, lorsque le loup gagne et que l'autre se soumet, il se couche et il lui étend sa jugulaire. Et le vainqueur lui mordit la jugulaire, mais il ne la mord pas, il l'expulse simplement. Il ne le tue pas. Il ne le tue pas, mais il ne le tue pas parce qu'il raisonne, parce qu'il réfléchit ou parce qu'il est gentil, il ne le tue pas parce que génétiquement, il est programmé de cette manière. Les hommes n'étant pas programmés comme ça, tuent. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous n'avez qu'à regarder la télévision, lire les journaux, vous allez avoir des exemples patents tous les jours. Eh bien, comment se fait-il alors que des hommes primitifs, pour lesquels la moindre blessure infectée, sans antibiotiques, sans médicaments, etc., pouvait déboucher sur une gangrène et une infection généralisée, une septicémie, comment se fait-il que l'espèce humaine ait survécu à sa propre violence? Et c'est à cela que René a répondu dans La violence est sacrée, par la mise en œuvre d'un mécanisme socio-culturel que l'on appelle le mécanisme de la victime émissaire. On entre dans l'hominité grâce à cette force d'attraction mystérieuse qu'on n'avait jamais nommée et qui fait que l'enfant est attiré par l'adulte. Il est attiré par l'adulte et j'ai dit, on va appeler cette force la mimésis. La mimésis, donc mimétique, etc. Alors tout ceci a continué à évoluer, et alors en 95, René me téléphone et il me dit, il faut absolument que tu viennes à Stanford parce que quelque chose d'extraordinaire vient de se produire. Il y a une équipe de Parme qui a découvert les neurones miroirs et on monte un symposium, on monte un cercle de réflexion à Stanford. Et il faut que tout le monde soit représenté et notamment, il y aura Vittorio Gallese, qui est le numéro 2 de l'équipe de Parme, et qui va venir. Alors, on s'est retrouvés évidemment à Stanford. Et là, on a été complètement stupéfaits, parce que aussi bien Andrew Meltzoff, qui était là, que René Girard, que moi-même, nous avons écouté Vittorio Gallese nous expliquer la chose suivante. Nous expliquer que si je prends cette bouteille et ce verre, et que je verse de l'eau dans le verre et que je le bois, bien sûr, si on enregistre mon PET scan, donc le PET scan étant cet appareil très développé, comme l'IRM fonctionnel, etc., qui permet de voir s'allumer les zones du cerveau qui travaillent pour réaliser ces mouvements. Alors comment on les visualise? On les visualise parce qu'une aire cérébrale qui travaille consomme plus de glucose
que celles qui ne travaillent pas. Alors si on injecte du glucose radioactif, on voit très bien la concentration du glucose radioactif augmenter dans ces aires qui travaillent. Donc on voit très bien se dessiner, en quelque sorte, sur l'écran, mon action. Eh bien si, au même moment, des PET scans sont distribués à vous tous et enregistrent vos cerveaux, qui ne faites rien d'autre que me regarder faire ce geste, vos cerveaux s'allument de la même façon et dans les mêmes zones. Donc, ce qui est très important, c'est que les neurones miroirs aujourd'hui, alors on peut se demander si, et ça n'est pas encore décidé, si les neurones miroirs sont des neurones particuliers qui existent et qui sont indépendants des autres neurones, ou si en réalité tous les neurones du cerveau ont une fonction miroir. Ceci n'a pas encore été décidé, les travaux là-dessus se poursuivent parce que nous parlons de choses qu'on cherche en ce moment même, nous ne parlons pas de choses anciennes. Mon intuition, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'en réalité, tous les neurones ont une fonction miroir. Et la meilleure preuve, c'est que tout est transmissible, le savoir, le langage, l'émotion, le sentiment, le geste, tout est transmissible. Donc il doit y avoir des fonctions miroirs dans toutes les et la haine. Et la haine, oui. Bien sûr. Donc c'est comme ça que petit à petit j'ai été amené à, en quelque sorte, raconter la fin de la suite de l'histoire en matière de psychologie et de psychiatrie dans le livre qui va sortir dans 3 semaines et qui va s'appeler, moi j'aurais bien aimé l'appeler le 3e cerveau, mais mon éditeur m'a imposé de l'appeler notre 3e cerveau. Il y a un cerveau avec lequel tout le monde a dialogué depuis des millénaires et que j'appelle le premier cerveau, c'est le cerveau cognitif. C'est celui qui sert à se comprendre. Et ce cerveau comprend beaucoup de choses. Il comprend quand on fait la cartographie du cerveau avec les différents appareils, mais depuis longtemps. Déjà les zones motrices qu'on peut cartographier. Vous savez, c'est le fameux, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est l'homonculus, c'est-à-dire on dessine un petit homme qui est couché dans le cerveau et qui a un énorme pouce, une énorme langue, une énorme bouche et un tout petit dos. Parce qu'effectivement, il y a une motricité extraordinaire, une finesse de motricité formidable dans les doigts, dans le pouce, dans la bouche, etc. Alors que dans le dos, vous ne pouvez pas faire grand-chose, point de vue moteur. De la même manière, point de vue sensitif, etc. Donc, il contient les zones motrices et sensitives, il contient les zones du langage, les zones de Broca et de Wernicke, les zones du langage. Il contient les organes des sens, c'est-à-dire les 5 sens, et enfin, il contient la mémoire. La mémoire, c'est-à-dire, vous apprenez les mathématiques, les fables de La Fontaine, vous apprenez ce que vous voulez, vous enregistrez ça, c'est votre cerveau cognitif, dont pendant longtemps, on a cru qu'il était quasiment le seul intéressant, le seul qui fonctionnait, à tel point qu'on a fait, pour le mesurer, le quotient intellectuel. On appelle ça le QI, le quotient intellectuel. Et puis, en 1900, dans les années 80, très extraordinaire, arrive un individu à Los Angeles, un Portugais d'origine, qui s'appelle Antonio Damasio, qui dit, attendez, il y a quelque chose de très important, et bon, je ne vais pas vous raconter exactement comment il a fait cette découverte à la suite de l'accident qui était survenu à un ouvrier, la moitié du cerveau avait été emporté, et cet ouvrier avait changé de personnalité. Et il est arrivé à la conclusion qu'il y a un autre cerveau tout aussi important que ce cerveau cognitif, et qu'il a appelé le cerveau émotionnel ou affectif, que les neurologues appellent le cerveau limbique, et qui comporte alors un nombre très compliqué et très sophistiqué de structures extrêmement diverses. L'amygdale, l'hippocampe, enfin bon. Eh bien, ce cerveau-là, je me suis dit, c'est le 2e cerveau, sans lequel le premier ne peut pas fonctionner. Damasio a montré que si ce 2e cerveau est démoli, le premier n'a plus aucune idée ni de la morale, ni de ce qu'il veut, ni de ce qu'il ne veut pas, ni de ce qui est souhaitable, ce qui n'est pas. Il perd toute personnalité. Et ce cerveau-là contient les émotions, la peur par exemple, les sentiments, l'amour et la haine, et l'humeur. Et l'humeur, c'est-à-dire,
il y a un noyau dans une des structures de ce cerveau, qui est l'hypothalamus, il y a un noyau qui régule l'humeur, qui fait que nous sommes euphoriques, comme par exemple vous l'êtes tous, mais j'en suis sûr lorsque vous m'écoutez, ou que nous sommes au contraire déprimés, comme certains d'entre vous peuvent l'être dans les mêmes circonstances. Bien. Donc ce noyau de l'humeur régule notre humeur, il la dirige, la détermine. D'ailleurs, comme vous savez maintenant, en psychiatrie, et